Bonjour à tous, merci à ceux qui se sont connectés sur ce live et je remercie donc tout particulièrement les trois intervenants qui ont accepté de se joindre à nous. Donc c'est la troisième conférence que nous organisons en partenariat donc d'Encfabric avec Fradeo et Business France sur des thèmes de l'emploi franco-allemand. Aujourd'hui, c'est donc une table ronde. Nous aurons une dizaine de minutes à la fin pour répondre aux questions. Donc si vous avez des questions aux intervenants particulièrement ou simplement des questions plus générales, n'hésitez pas, vous les mettez en bas dans les commentaires par message et puis nous aurons une dizaine de minutes pour répondre. Donc, pour vous présenter très brièvement, nous avons ici Flore Lestrade de Doctolib basée à Berlin. Nous avons Mathieu Girard qui est Finance Partner à Decathlon Deutschland et Alice Biard. Bonjour. Du cabinet de recrutement franco-allemand Fradeo, que certains d'entre vous connaissent peut-être s'ils étaient là hier ou avant-hier. Vous avez tous les trois donc fait des études en France et puis vous avez travaillé en France comme en Allemagne. Et c'est exactement cette facette qui est assez particulière de votre parcours qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais juste dire deux mots sur Denkfabrik. Donc, qui sommes-nous ? Nous sommes un cercle de réflexion fait par des jeunes pour des jeunes et aussi pour les moins jeunes, s'ils s'intéressent bien sûr de franco-allemand ou d'Europe. Notre activité principale, c'est la publication d'articles, nous organisons des conférences, nous publions des vidéos et nous avons des sujets de réflexion assez vastes autour de l'Europe et du franco-allemand, bien entendu. Donc, je vais mettre le lien du Linktree de Denkfabrik dans le chat. Comme ça, s'il y a des personnes intéressées, vous pourrez bien entendu aller voir ce qu'on fait. J'aimerais commencer donc cette table ronde par vos propres expériences, donc à vous trois, et donc en l'occurrence sur votre parcours et les raisons qui vous ont poussé à donc quitter la France pour aller travailler en Allemagne. Vous avez tous les trois des profils brillants, tout à fait particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur déjà vos études, donc votre parcours, que ce soit donc les études et ensuite les entreprises par lesquelles vous êtes passé. Mathieu Girard, vous pouvez peut-être commencer et ensuite Flore Lestrade et Alice Biard, vous pourrez enchaîner derrière. Ok, merci beaucoup. J'aurais laissé avec plaisir la place aux dames, mais je respecte la procédure, pas de souci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mathieu, donc j'ai 31 ans. J'ai commencé mes études en 2008. Après mon bac, j'ai fait un IUT GEA, gestion des entreprises et administration, option finance comptabilité à Sceaux, au sud de Paris. Et ouais, voilà. Ensuite, j'ai fait un master à Sup de Reims. Donc, maintenant, c'était Reims Management School. Maintenant, c'est Neoma Business School. Et en fait, mon parcours après est lié à ce que j'ai fait pendant mes études. Pendant mes études, j'ai commencé à travailler chez Decathlon en tant que vendeur à temps partiel. J'avais 20 heures par semaine, ensuite 10 heures, 20 heures en fonction des partiels. Après mon bachelor, j'ai décidé de venir en Allemagne juste pour apprendre l'allemand parce que j'étais un peu honteux de me dire que j'ai appris pendant 5 ans l'allemand. Je savais parler anglais, mais alors l'allemand, en revanche, c'était une grosse catastrophe. Et donc, je me dis, tiens, j'ai 4 mois où je dois faire un stage de découverte en entreprise. Pourquoi pas faire autre chose ? Donc, je suis venu en Allemagne, à Dortmund. Et me demandez pas pourquoi Dortmund, c'est un accident. J'ai vécu aussi après à Dortmund, mais j'étais très content d'être là-bas. J'ai travaillé chez Decathlon aussi pendant 4 mois. Et quand je suis rentré en France, j'ai quitté Decathlon. Je travaillé chez Galeries Lafayette, dans le nord de la France. Pendant 1 an et demi, j'étais directeur adjoint. Ça ne m'a pas super convenu, mais j'ai eu une belle expérience. Je suis rentré chez Pommery, dans le Champagne. J'ai été responsable des ventes sur Paris, donc en off-trade. Off-trade, c'est le lieu où on ne consomme pas d'alcool, donc en grand magasin, en grande surface. Et ensuite, mon patron de l'époque à Dortmund m'a appelé, m'a dit hey, est-ce que tu veux revenir chez Decathlon ? J'ai dit pourquoi pas, pourquoi faire, pour venir responsable de rayon, pourquoi pas, où ça ? À Hagen, pardon, je n'ai pas très bien entendu. Hagen, c'est où NRV, juste à côté de Dortmund. Et du coup, j'ai entamé ma carrière chez Decathlon après mes études et après mes premières expériences à ce moment-là. Et j'ai fait 1 an en NRV, dans Rhine-Westphalie, Rhénanie du Nord. Ensuite, je suis venu à Berlin pour ouvrir le premier magasin Decathlon, Alexanderplatz, en tant que directeur adjoint aussi. Et puis, j'ai ouvert un magasin à Decathlon, mon magasin à Steglitz, dans le sud-ouest. Beaucoup d'argent. C'est un peu comme Paris, le sud-ouest, c'est plus d'argent qu'au nord-est. Et voilà. Et après 4 ans en tant que directeur, donc un magasin avec pas mal de succès, des gros challenges sur le chiffre d'affaires, mais
beaucoup de résultats. Et une équipe très, très satisfaite. Je me suis dit, pourquoi pas changer et entrer dans la finance. Donc, ça fait 2 ans maintenant. Je suis responsable des finances sur Berlin et maintenant, je récupère en fait toute la partie nord-est de l'Allemagne, von Bremerhaven, autour de Bremen, jusqu'à Jena, à peu près. Voilà. Donc, c'est un hasard que je sois tombé en Allemagne. Je voulais aller en Afrique, en Asie, en Australie. Je suis tombé en Allemagne, j'ai rencontré ma femme, on a un enfant maintenant. Du coup, je suis resté. Voilà. Mais c'est pas dit que je reste pour toujours. La France me manque et puis d'autres endroits m'attirent, mais pour l'instant, je me sens très très bien ici. Voilà. En tout cas, donc l'Allemagne, une première étape pour vous. Flore, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le magasin Decathlon à Berlin est top. Donc, n'hésitez pas à y aller. Sinon, pour moi, l'Allemagne, c'est quand même un peu moins un hasard. En gros, moi, j'ai une partie de ma famille qui est allemande. Et du coup, c'est la Oma pour moi, pour ma part. Et donc, j'ai toujours décidé de garder un lien avec l'Allemagne. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Allemagne. Alors, dans quel cadre? C'est que, alors en fait, moi, je suis une étudiante à HEC Paris. Donc, j'ai fait un parcours assez classique où on passe par une classe préparatoire pendant 2 ans, une ECS. Et puis ensuite, je suis rentrée à HEC maintenant il y a 3 ans. Et du coup, là, je suis en train de finir mon master. Et dans ce cadre-là, en fait, on nous propose de faire ce qu'on appelle une césure professionnelle, c'est-à-dire 2 fois 6 mois de stage. Et donc, au début, j'ai fait 6 mois à Paris. C'était top, à la BPI, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le truc qui aide à financer les entreprises en France. C'est un truc assez sympathique. Et puis après, je me suis dit, bon, après 6 mois dans Paris, qu'est-ce que je pourrais faire? Et l'Allemagne, j'y avais déjà travaillé comme serveuse et j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Et je m'étais dit, bon, pourquoi pas essayer de découvrir vraiment le monde du travail en Allemagne. Et du coup, en fait, tout simplement, j'ai postulé pour faire ma deuxième partie de césure en stage là-bas, à Berlin. Bon, moi, je me suis dit, Berlin, c'était quand même peut-être un peu plus sympa que Dortmund. Donc, j'ai essayé de viser Berlin. Et puis Doctolib est venu assez naturellement parce que, enfin, vous devez le savoir, c'est donc une licorne française, Cocorico, mais qui s'est installée très rapidement en Allemagne, en fait, depuis 2016. Et donc, là-bas, les équipes ont beaucoup grandi. Et donc, j'ai postulé comme stagiaire là-bas dans ce qu'on appelle Sales Excellence. Et donc, ça veut dire concrètement qu'on aide, on soutient toute l'équipe Sales en Allemagne pour les aider dans leur performance, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne moins bien, à travers tout un tas d'outils. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri à Berlin maintenant depuis 3-4 mois. Voilà. Berlin, qui est une très belle ville. On a déjà nos 2 Berlinois. On va passer à Cologne avec Alice Billard. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je me retrouve un petit peu dans les 2 parcours. Je suis arrivée à l'Allemagne un peu par hasard au début, enfin plutôt à l'allemand, et puis après, je l'ai gardé par conviction. C'est une professeure qui m'a passionnée pour la langue, et je l'ai gardé dans la mesure où ça a toujours été ma première langue. J'ai fait comme Flore une classe préparatoire BL, donc un mélange de commercial et de littérature, on va dire, et puis après, je voulais quelque chose de très appliqué. Donc plutôt que les parcours académiques normal sup, je me suis décidée pour une école de commerce que j'ai faite à Grenoble. Et vu que dans les écoles de commerce, on n'a pas toujours la possibilité de poursuivre avec les langues étrangères autant qu'on veut, j'ai fait une licence en parallèle. Ça, c'est un petit conseil, si ça vous plaît, de regarder quelles écoles vous proposent ce genre de parcours. Donc, j'ai fait une licence LLCE avec une majeure en littérature. Donc, c'était assez intéressant et ça complétait bien les cours plutôt appliqués, on va dire, de l'école de commerce. J'ai continué là-bas, j'ai fait mes stages aussi, donc comme Flore, j'ai fait une césure et j'ai fini par une alternance. Donc en fait, quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'avais déjà deux années d'expérience à mon actif. Les stages, je les ai faits assez volontairement dans des structures de types différents et en lien ou pas avec l'Allemagne pour voir si ça me manquait vraiment en fait. Et la réponse a été oui. Donc je suis passée par l'événementiel, le marketing. Le marketing, c'était super chouette parce que c'était pour une marque que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ecos Gramini, qui possède pas mal de marques de jus de fruits, OSC en Allemagne, Joker en France, et c'était dans leur division internationale, donc c'était du marketing assez intéressant. Et en alternance, j'ai travaillé à la FNAC, au siège de la FNAC à Paris, enfin ici les Moulineaux, et dans le cadre de ma 3e année et dernière année d'école de commerce, donc mon M2, j'ai tout rallié à l'Allemagne parce qu'en fait, j'ai souhaité faire mon mémoire de master, on va dire,
sur la relation entre la France et l'Allemagne dans le secteur du livre, pour faire le lien avec la Fnac. Donc, pour dire, on peut toujours relier des choses à l'Allemagne si on le veut. Et dans ce cadre-là, j'ai notamment participé à des programmes, alors de manière volontaire sur mes congés, mais qui sont financés par l'OFAGE, vous devez connaître l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et en l'occurrence la Frankfurter Buchmesse, la foire du livre de Francfort. Et j'ai fait un voyage d'études absolument génial de 14 jours avec des Français et des Allemands pour découvrir le monde du livre en France et en Allemagne. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut faire beaucoup de choses dans le franco-allemand si on s'en donne les moyens. Et après, c'est assez naturellement, du coup, que j'ai pensé à l'Allemagne pour commencer ma carrière. Mon conjoint était déjà ici aussi, donc c'était logique. Et j'ai atterri à Cologne, où je travaille chez Fradeo, donc qui est le cabinet de recrutement franco-allemand d'un groupe qui s'appelle La Vie de la France, qui est basé ici. Je les ai rencontrés sur un salon de l'emploi franco-allemand qui s'appelle Connecti et qu'on co-organise aussi. Et j'y suis depuis 2 ans et demi. Et c'est un poste où je fais le pont littéralement entre la France et l'Allemagne tous les jours pour recruter des gens. Voilà. Donc, plein de raisons pour arriver en Allemagne et donc plein de parcours différents. Alice, j'aimerais rester avec vous. Vous avez donc travaillé, donc, comme vous avez dit, en français et en Allemagne. Et du coup, ça serait intéressant d'avoir un peu une comparaison sur on va dire, les grandes différences entre ces deux expériences, surtout au niveau professionnel au sein de vos entreprises. Ouais. Alors, je souligne juste une chose ici, c'est qu'en fait, quand j'ai travaillé en Allemagne, notamment pour Ekes Granini, une société internationale, j'étais en Allemagne, mais avec des équipes franco-allemandes. Chez Fradeo, on est franco-allemand, donc en fait, moi, j'ai surtout un avis à donner sur le franco-allemand. J'ai jamais été 100% dans un contexte germanophone. Néanmoins, voilà, j'ai quand même une très bonne impression de la culture. Je dirais qu'il y a 3 choses qui démarquent un petit peu l'Allemagne par rapport à la France. Et je serais intéressée d'avoir vos retours aussi, mais c'est toujours ce qui concerne le temps. Cette fameuse notion de Zeitmanagement. Alors, ça va de l'exemple très concret de la ponctualité ou pas au rendez-vous, les Allemands plus ponctuels que les Français, mais ça va très très loin aussi sur le rapport au temps. Les Allemands vont mal percevoir de partir trop tard du bureau parce que clairement, le présentiel pour le présentiel, ça c'est pas très bien vu. C'est vu comme un manque d'efficacité. Il faut être efficace et organisé en Allemagne, en fait. C'est vraiment une valeur qui est privilégiée. J'en ai fait l'expérience quand j'étais à Mayence en Allemagne. L'autonomie aussi, je dirais. La notion de home office, elle était très présente même quand j'étais étudiante. Ou en tout cas, l'autonomie, mon chef n'était pas toujours derrière moi, et ce qui n'a pas forcément toujours été facile en tant que stagiaire au début. Et quand je suis arrivée chez Fradeo, c'était déjà le cas aussi, avant même le corona. Donc, j'ai trouvé cette marque-là, et j'ai l'impression que les employeurs allemands que j'ai pu avoir et les collègues aussi accordaient plus facilement leur confiance, et il y avait moins de micromanagement, comme j'ai pu le voir des fois un peu plus en France. Et puis, cette notion aussi de moins de top-down, que ce soit dans les relations hiérarchiques avec son supérieur, comme dans les équipes où finalement en France, le titre, le statut joue souvent un petit peu quand on se présente. Même on parle de l'école qu'on a fait, de la prépa, etc. En Allemagne, ça n'existe pas. Donc en fait, voilà, il vaut mieux se présenter comme on est, nos centres d'intérêt, plutôt que limite notre métier, quoi. Et ça m'a un peu marqué au début, parce qu'au départ, je parlais toujours de l'école que j'avais faite ou des études, et en fait, les Allemands, ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est nos centres d'intérêt. Donc voilà, c'est un peu une ganz grosse, on va dire, ce qui différencie, je dirais. Merci. Et donc, vous, Mathieu, est-ce que vous vous êtes retrouvé à peu près dans ce témoignage? Est-ce que pour vous, il y a eu des différences, d'autres points communs, d'autres différences? Je me suis très bien reconnu parce que, évidemment, Decathlon, c'est une belle entreprise française, donc forcément, c'est une structure aussi très à la française. Alors, je suis arrivé dans un magasin tout de suite où il n'y avait quasiment pas de Français. Quand je suis venu à Berlin, on était des Français, mais en revanche, on a eu des gens de partout dans le monde, en fait, beaucoup plus que des Allemands. Il y a eu beaucoup de temps avant qu'on ait des Allemands qui rentrent dans la boîte. Et en revanche, là, on est justement, c'est super intéressant parce qu'on est je suis arrivé en Allemagne, il y avait 23 magasins Decathlon, il y en a 85 maintenant. Et donc, on est en train de transférer en fait l'entreprise des Français aux Allemands. Et on voit dans tout le système managérial qu'il y a de plus en plus d'Allemands, et c'est génial, parce on tend un petit peu beaucoup plus sur moins de top-down qu'Alice présentait. Moi, ce qui m'a paru aussi très différent, c'est la perception, davantage que par rapport aux études, hein. C'est la perception de la personne en soi. En France, tu viens à un entretien, un Vorstellungsgespräch avec tes tatouages, tes piercings et en short, on va te regarder un peu bizarrement parce que t'es venu pourquoi le café là. Alors que là, en fait, t'es venu comme tu es, un peu à la McDonald's, comme vous êtes, et en fait, tu représentes ta personnalité. Et ce qu'on va chercher derrière, c'est plutôt ton autonomie, exactement ce qu'Alice disait, c'est ce que tu es capable de faire, tes compétences, ce que tu as fait avant, etc. Et plus chercher à te connaître.
par rapport, plutôt que de chercher à connaître ce que tu es, ce que tu représentes. Et ça, moi, au début, c'était difficile. J'ai recruté des gens, j'ai embauché beaucoup de personnes. Et au début, j'avais un peu de mal à faire ce step, et maintenant, c'est beaucoup plus facile. Un point qui m'a vraiment surpris énormément, ce qu'Alice disait, c'est présentiel, c'est pas essentiel, au contraire, on n'aime pas trop ça. Et ça aussi, pour moi, ça a changé un peu ma façon de vivre la vie en Allemagne. Et c'est aussi un peu les raisons pour lesquelles je me sens très, très bien ici. Parce qu'on a une balance entre la vie privée et la vie pro qui est phénoménale. On attend beaucoup des collaborateurs. En revanche, on comprend qu'il y a un moment où le stylo, on pose. Il y a peut-être qu'aujourd'hui, on va travailler de 6h à 15h parce que à 15h, il faut aller chercher les enfants à l'école et pas de faire du 8h30, 9h jusqu'à 20h parce qu'il faut être là comme tout le monde. Donc ça, c'est les points communs et une ou deux petites différences. Et je me retrouve tout à fait dans ce que disait Alice. Oui, ok, merci. Et Flore, peut-être un petit point là-dessus. Est-ce que, alors je ne sais pas si tu as eu déjà beaucoup d'expérience aussi, on va dire, pour voir le côté français, mais est-ce que pour toi, c'est à peu près ça aussi, ou est-ce que tu vois des différences? Oui, en fait, pareil, je me retrouve beaucoup dans tous les points qui ont été évoqués jusqu'ici. Et ça, en fait, tu le remarques, mais très, très rapidement. Donc, moi, c'est effectivement que 4 mois que je suis sur Berlin. Alors, je travaille à un niveau où je suis pas mal en contact avec les équipes françaises de Doctolib. Donc, en fait, peut-être pour expliquer un peu le contexte, il y a eu un grand changement, une grande réflexion justement de Doctolib sur comment intégrer cette culture allemande et intégrer ce lien franco-allemand pour essayer de finalement tirer le meilleur parti de chacun des collaborateurs. Et en fait, au début, lorsque Doctolib s'est installé en Allemagne, ils sont venus de l'équipe de France et ils ont essayé de tout gérer depuis la France en Allemagne. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Et ils ont dû tout revoir au bout d'un an en se disant non, ça ne sert à rien, il faut qu'on aille directement sur le terrain et qu'en fait, on ait nos propres équipes en Allemagne. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de microculture au sein de Doctolib qui s'est développée, qui s'est épanouie jusqu'à devenir donc Doctolib en Allemagne aujourd'hui. Et du coup, en fait, il y a vraiment ces deux spécificités, ces deux pôles, le Doctolib français et le Doctolib allemand. Et c'est vrai que comme je suis pas mal en contact avec mes collègues français, je vois toute la différence qu'il y a entre travailler à Berlin ou de manière générale en Allemagne ou en France. Et typiquement, sur cet équilibre vie professionnelle, je trouve que c'est un énorme plus aussi en Allemagne, où généralement l'horaire, même pour une stagiaire ou un stagiaire, en France, ça va être du 19-20 heures même pour Doctolib. Tandis que moi, ici, il y a une règle, c'est 18 heures. Tout le monde se débranche à 18 heures. Tu peux même finir avant éventuellement. Mais il y a vraiment cette envie de respecter et d'avoir une balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un gros point positif. Et puis sinon, par ailleurs, oui, c'est tout plein de petites choses qui changent lorsque tu es au contact des Allemands. Et une chose que j'apprécie énormément, c'est cette curiosité, je dirais, et cette envie de toujours aller voir les autres, alors que je pense qu'il y a plus cet effet de je me regarde moi en train d'agir en France plutôt que en Allemagne, il y a une curiosité naturelle à aller voir qu'est-ce que fait l'autre personne. Et du coup, ça peut, je pense, peut-être se refléter dans ce que tu dis, Mathieu, à savoir, il y a plein de gens, c'est complètement normal de voir des gens tatoués, de voir des gens qui diffèrent de la norme, en fait, d'une certaine façon, en Allemagne et puis surtout à Berlin. Et c'est complètement intégré. Et du coup, je trouve qu'il y a une grande diversité en Allemagne et puis surtout à Berlin qui fait du bien. Ok, très bien. Pour rester un peu sur Doctolib, est-ce que tu peux peut-être encore une fois résumer un petit peu le parcours qu'a fait Doctolib? Parce que Doctolib, maintenant avec le Covid, on le connaît tous, on a pris soit un rendez-vous pour le test PCR, soit la vaccination, soit quoi que ce soit, donc on connaît tous maintenant. Quelle a été un peu l'évolution de Doctolib en Allemagne? Et puis, est-ce que c'est justement ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un peu la scission entre le Doctolib français et allemand qui a permis le fait que ce soit au final un très bon modèle d'intégration d'une entreprise française en Allemagne? Oui, je pense que c'est surtout que Doctolib, c'est du coup un modèle particulier. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais en fait, comment Doctolib gagne de l'argent? Parce que nous, de notre côté, lorsqu'on est utilisateur, il n'y a pas de pub sur la page Internet. Et donc, en fait, Doctolib vend
un logiciel, donc ce qu'on appelle le booking management, directement aux professionnels de santé, donc aux médecins de ville, aux chirurgiens, etc. Et donc, ce sont eux qui payent Doctolib. Et donc, en fait, il y a un modèle de développement où c'est ce qu'on appelle les business developers, les sales, qui vont aller voir directement, faire du porte-à-porte, les médecins, ou les appeler, ou envoyer des mails. Et c'est comme ça que Doctolib grossit, en fait. On regarde évidemment le côté utilisateur, mais ce n'est pas tant ce qui permet à Doctolib de croître. Et du coup, en fait, ils se sont rendus compte que, évidemment, pour que ça fonctionne en Allemagne, il a fallu qu'il y ait des gens qui parlent allemand, qui soient sur place et qui comprennent comment les médecins allemands, eux, fonctionnent. Et du coup, c'est pour ça que ça a été un marché. Au début, Doctolib a pensé que le marché allemand et le marché français, du point de vue de la santé, se ressemblaient pas mal. Et c'est vrai, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi énormément de différences. Rien que sur le système de comment on se soigne en Allemagne et comment on est remboursé au niveau de la santé. Et du coup, ça, c'est une spécificité de l'Allemagne. Et puis même, il y a une myriade de petits détails qui font que le marché allemand est vraiment très spécifique. Par exemple, les docteurs allemands, ils adorent avoir une page Internet. Alors que en France, il y en a peu. Et du coup, des fois, ça peut être un casse-tête pour Doctolib d'essayer de mettre en forme le petit bouton bleu Doctolib qui s'intègre bien dans la page allemande de la page web du médecin. Et il y en a plein d'autres spécificités comme ça, par exemple des plus gros cabinets. Bref, toujours est-il que du coup, Doctolib a vraiment dû s'implanter en local. Et donc aujourd'hui, je pense que ce qui fait que ça fonctionne très bien, c'est que déjà, on a abandonné l'idée d'avoir, par exemple, une langue française et une langue allemande. C'est au global, on parle tous anglais. Et puis, quand on est au local entre équipes, on parle notre langue, ce qui permet donc, du côté français, ils parlent français là-bas. Nous, on parle allemand de notre côté. Et puis, par contre, quand on a besoin de discuter, d'avoir une communication, c'est en anglais. Et en fait, chacun s'inspire de l'autre. Et c'est ça qui est, je pense, un bon modèle d'intégration réussi. C'est-à-dire que, évidemment, comme le Doctolib français, c'est d'abord ce qui a existé, le Doctolib Allemagne, c'est beaucoup inspiré de la France pour se construire. Et puis après, il y a les Français qui se sont rendus compte que les Allemands travaillaient vachement efficacement sur plein d'aspects. Et du coup, en fait, Doctolib France s'est beaucoup inspiré aussi de la façon dont nous, le Doctolib allemand, on s'est construit, que ce soit pour suivre justement tout ce qui est suivre les personnes au quotidien. On est très fort en Allemagne. Et ça, je pense que c'est une spécificité, oui. Merci Flore. Du coup, ça c'est très intéressant de voir un peu comment les deux têtes de Doctolib s'inspirent un peu mutuellement. Pour rester vraiment dans le monde du travail pur et dur, Mathieu, est-ce que vous avez vu ou perçu une différence entre la façon de manager en Allemagne et en France? Est-ce que vraiment là-dessus il y a une différence ou ça reste à peu près pareil? Alors oui, j'ai vu des différences. Évidemment, en ce moment, le management, il fait un switch énorme avec Corona, évidemment, mais déjà avant, on était dans des modalités de réflexion complètement différentes. Donc, de toute façon, même que ce soit en France ou en Allemagne, parallèlement, on développe des systèmes de réflexion et de management qui sont bien différentes, enfin, qui sont différentes à ce qu'il y avait dans les années 2010. Et pourtant, c'est pas si loin. Mais voilà. Déjà, je vais partir d'un point, c'est le point, quand je suis arrivé en Allemagne, j'avais pas mal j'ai perdu le mot. J'avais une idée des Allemands déjà très particulière. Je me disais, ok, les Allemands, ils sont organisés, bon, c'est clair, c'est cliché un peu basique. Ils travaillent de 6h à 15h, c'est comme ça, mais ils sont là, ils sont investis, etc. Et en fait, quand je suis arrivé au début, je me suis aperçu que c'était vraiment une image pas forcément réelle. Oui, il y a des horaires, oui, c'est assez splitté entre le pro et le perso, ça on en a déjà parlé. En revanche, déjà, les premières expériences que j'ai faites, c'était plutôt une vision du travail, pas forcément à part entière par rapport à la carrière. Donc, j'avais beaucoup de collaborateurs, par exemple, ils étaient malades. Eux, classique, j'ai le nez qui coule, je suis malade pour une semaine, je suis désolé, il faut que je boive du thé, par exemple. Cliché, ça ne veut pas dire que les Allemands sont tout le temps malades, c'est pas ce que je dis, c'est juste qu'il y a une autre façon d'appréhender le travail, la phase de la maladie, etc., les arrêts maladie. Et donc, forcément, le management en face, il s'adapte. Il propose des solutions différentes. Donc, tu as le droit à des jours de maladie sans aller chez le médecin. Ensuite,
Ensuite, il faut absolument que tu aies un AU, un certificat médical, et donc ça dure un peu plus longtemps. Voilà. Donc, ce que j'ai remarqué en revanche, c'est qu'il y avait un système de prise de décision qui est beaucoup plus implicatif dans les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé ou avec les collègues avec lesquels j'ai parlé. Ensuite, si on regarde le niveau cadre, hein, en France, le contrat des cadres, donc pas d'heure, mais un salaire pauschal, forfaitaire, pardon. Ce système-là, en Allemagne, moi, je le connais pas du tout, parce que la plupart du temps, sur les contrats, il y a des sommes horaires. Donc, tu dois travailler 40 heures par semaine, c'est déjà bien préétabli. Il y a des contrats où il n'y a pas d'horaire, mais c'est des contrats déjà plus élevés qu'un contrat cadre. Et donc, ça entraîne un investissement qui est bien différent et bien plus collaboratif, parce que on veut tous avoir fini au même temps, etc. Beaucoup plus s'organiser. Et dans la partie collaborative, ça s'est permis parce que les Allemands débattent aussi de manière très différente. En français, enfin, les Français en général, c'est très latin, c'est très impulsif, c'est très, on partage, on coupe la parole, on aime bien. Il y a une partie égo, hein, Flore, c'est ce qu'elle disait au début. Les Français, ils viennent, les Allemands, ils font comme nous, on envoie et ça va marcher. Ah non, finalement, ça ne fonctionne pas. Et cette partie participative, en France, c'est compliqué parce que tout le monde a un avis, et un avis très superficiel la plupart du temps. Et en Allemagne, j'ai pu découvrir des gens qui attendent que la conversation elle soit finie, ils ont une avis dessus et ils te disent oui ou non à la fin. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ou alors comment on va faire ci, comment on va faire ça. C'est des questions très concrètes et beaucoup moins de sentiments que ce qu'on peut avoir en France. Et donc, ça rend le management aussi beaucoup plus facile parce que c'est pas de la perception. Hein. Moi, j'ai toujours été un manager qui écrit beaucoup. On prend un échange, on fait un entretien, je fais des entretiens tous les mois avec mes collaborateurs. Et à la fin, on écrit. On écrit ce qu'on s'est dit, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu vas pas, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut avancer. Ça, c'est un process qui est aussi très intégré chez Decathlon. Et donc, c'est très facile parce que les Allemands, la plupart du temps, tu leur dis écoute, la première fois, on s'est dit ça, la fois suivante, on s'est dit ça, et la troisième fois, on a dit ça. Donc, écoute, on va trouver une solution alternative pour ton projet professionnel. Alors qu'en France, évidemment, même si tu fais ça comme ça va être beaucoup plus explosif, beaucoup plus sanguin, et c'est pas la personnalité de tous les Français, mais en général, ça rend la chose plus compliquée. Donc, un management plus participe, plus sain, dans le sens de plus à l'écoute de l'autre. Ça ne veut pas dire pas émotionnel. Hein. À l'écoute, ça veut dire vraiment je veux comprendre ce qui se passe derrière. En revanche aussi, pour le manager, c'est beaucoup plus simple d'orienter parce que tu as moins de poissons qui roulent dans le sens inverse. Alors, je parle pour les cadres, hein, pas forcément tous les métiers. Mais il y a beaucoup plus si j'ai compris, si j'adhère au projet, ça va être beaucoup plus facile. Et quand c'est rationnel, les Allemands ils suivent bien. C'est ce que j'ai retrouvé dans mon Alltag. Désolé, je cherche un peu mes mots français. Je vis là 100% en allemand. Merci Mathieu. Donc un côté français qui a l'air d'être un peu plus méditerranéen par rapport au côté allemand. Alice, peut-être, est-ce que toi tu as vu des différences toujours sur ce côté de différence de management entre la France et l'Allemagne? Oui, alors je vais plutôt parler de ce que j'ai pu voir en fait à travers, disons, les modes de management de nos clients. Parce que nous, en tant que recruteurs, on est vraiment entre les candidats qui cherchent des postes ou qu'on va chercher pour voir s'ils sont intéressés. C'est plutôt ça en Allemagne. Et les clients, les sociétés qui cherchent des personnes bilingues, trilingues. Et en fait, ce qu'on observe, je rejoins complètement Mathieu, c'est cette culture de la concertation. C'est vraiment pas un cliché. Il y a très peu de... moi aussi, je cherche le mot, de grève, de strike en Allemagne. Il y en a, mais quand même beaucoup moins. Je dirais concertation et anticipation. Les Allemands, en tout cas nos clients, ils ont beaucoup plus tendance à nous appeler pour nous dire « je recherche quelqu'un pour dans 6 mois ». Le Français, il va chercher pour hier. Donc ça, c'est un peu caricatural, mais c'est souvent comme ça. Il y a le fait qu'effectivement, dans les processus de recrutement, c'est pas rare que le candidat français, francophone, se retrouve devant 3-4 personnes dès le premier entretien. Donc nous, on les briefe pour leur dire « attendez, c'est pas parce qu'on doute de votre profil, de vos compétences, c'est au contraire parce qu'en fait, derrière, toutes ces personnes, elles vont discuter pour prendre une décision commune. »
Donc, culture de la concertation, anticipation. Flore pourra le valider, mais c'est aller très loin. La culture de l'anticipation en Allemagne, un côté Covid, c'est pas tout à fait pareil qu'en France. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects-là. Et ce qui sous-tend ça, je trouve, c'est deux manières très différentes de considérer la communication, je dirais. En France, la communication, elle est très indirecte. En Allemagne, elle est très directe. Indirect en France parce que effectivement on va faire beaucoup de small talk, on va beaucoup devoir lire entre les lignes justement parce qu'il y a cet affect dont parlait Mathieu qui rentre en ligne de compte. Encore une fois, on ne fait pas de généralité, mais c'est quand même souvent comme ça. Mine de rien, les pauses de 1h, 1h30 le midi pour manger, vous n'allez jamais trouver ça en Allemagne. Les gens, ils amènent leur sandwich, c'est 20 minutes, 30 minutes, tac, tac, et parce que je veux être sortie à 17h et justement aller chercher mes enfants ou faire du squash. Donc, c'est vraiment vrai. Alors qu'en France, on sait que c'est des moments importants pour le team building, pour échanger, mais aussi pour recueillir des informations importantes pour son job. La machine à café, c'est pas un mythe. Hein. Et c'est pour ça aussi que les managers et les salariés ont eu un peu de mal à s'adapter au home office à la base. C'est parce que ça impliquait un changement complet de fonctionnement. Et en Allemagne, en revanche, c'est très direct, mais ça peut être déstabilisant côté français. C'est qu'on arrive en meeting, en plus on est à l'heure, et directement, dès la deuxième minute, même pas la première, on est dans le vif du sujet. Donc, il faut être vraiment au taquet. Et troisième point, c'est que je dirais que cet aspect sachlich, cet aspect très factuel dont parlait Mathieu, c'est vrai, on vient avec ses compétences, on vient comme on est, et finalement, il suffit, même si c'est pas toujours facile pour les Français, de démontrer, en fait, de donner des exemples pour convaincre la personne qu'on a en face de soi. Ça sert à rien d'enjoliver les faits. Ce qui compte, c'est le fait en lui-même et notre action vis-à-vis de celui-là, quoi. Donc, ça demande, nous, par exemple, dans les entretiens, je dis toujours aux candidats, essayez de mettre le plus de chiffres et d'exemples possibles dès votre CV. Un CV allemand, il fait 2-3 pages, vous avez la place. Donnez des éléments d'augmentation de chiffre d'affaires, de succès commerciaux que vous avez pu avoir. On recrute beaucoup de commerciaux, c'est pour ça, mais ça peut être valable sur tout type de poste, parce que comme ça, dès la première impression, dès la vue de votre CV, vous allez faire bonne impression. Et même après, dans les échanges, sinon, le locuteur allemand, il se lasse assez vite, quoi. Donc, voilà, un management très, très concret, je dirais. Ouais. Merci beaucoup, Alice. Flore, pour aller plutôt dans la promotion, pourquoi un étudiant ou un jeune actif français devrait aller faire sa première expérience ou une expérience en tout cas de travail en Allemagne? Alors, je pense que... Alors, évidemment, du coup, là, je vais tout de suite un peu orienter. C'est vrai que c'est pas... n'importe quel Français, parce que, comme je le disais, maintenant, il y a vraiment une culture allemande au sein de Doctolib Allemagne, donc c'est beaucoup des profils franco-allemands qui sont recherchés. C'est-à-dire quelqu'un qui parle absolument pas allemand, et quand même, c'est un peu dommage, quoi. Donc, aujourd'hui, ils recherchent des profils franco-allemands, et puis, en fait, même 100% allemands. Petite chose que j'avais apprise là-bas, que je trouve mignonne, c'est qu'apparemment, l'accent français en Allemagne, il fait fureur, donc n'hésitez pas. Même si vous êtes des sales et que vous êtes français et que vous avez un accent à mort, ils adorent ça. Et j'ai plusieurs exemples c'est-à-dire que nous, on a on a ce qu'on va dire notre sales director, c'est un peu au top de l'équipe sales. C'est un Français avec un super bel accent et il a beaucoup, beaucoup de succès. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter en termes d'accent ou de langue si on se sent un peu hésitant parce qu'on progresse énormément et que du coup, il n'y a absolument pas de gêne à avoir. Ensuite, pour Doctolib en lui-même, je trouve que c'est une start-up qui maintenant est devenue une grande entreprise quand même. En Allemagne, ils sont 400-500 qui prend soin de son emploi, de ses employés. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a des programmes de yoga, on a des programmes de sport en remote, on a tout un tas d'outils en fait qui nous sont proposés pour nous rendre la vie plus simple. Donc, par exemple, si jamais on manque d'un bureau nous-mêmes chez nous, ils vont nous l'envoyer. On a tout autour de nous. Je ne sais pas si c'est spécifiquement allemand, ça d'ailleurs, ou pas, si c'est le cas en France, mais en tout cas, Doctolib Allemagne est vraiment aux petits oignons de ses employés. Et du coup, s'il y a le moindre souci, on peut justement en parler très ouvertement à son manager, à l'équipe RH, etc. Ça permet d'avoir un équilibre de vie professionnelle hyper agréable, ce qu'on n'a pas forcément en France. Et puis, je pense que c'est un côté qui épanouit énormément parce que donc on rencontre des gens beaucoup plus divers. Et à Doctolib, je dirais le dernier point, c'est que c'est une mission qui fait sens par rapport à d'autres entreprises peut-être,
C'est-à-dire que nous, on va concrètement aider à des personnes à prendre davantage soin d'eux-mêmes. On va aider des gens à se faire vacciner. Et en fait, tous nos chiffres, nous, dont on peut parler et qu'on peut manipuler au quotidien, en fait, c'est des personnes derrière qui ont davantage accès aux soins. Donc, je trouve que c'est une mission qui porte beaucoup, qui fait sens. En tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Doctolib à Berlin, parce que c'était à Berlin et que Berlin, c'est top, et parce que je trouve l'entreprise et sa mission très belle. Merci Flore. On arrive à la fin. Peut-être une dernière question. Chacun pourra répondre en 1 ou 2 minutes. Est-ce que, alors Mathieu, peut-être vous pouvez commencer. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui maintenant veut partir demain en Allemagne pour son premier job? As Flore l'a dit, pas de problème avec la langue, vous allez vous débrouiller. Les Allemands parlent déjà, ils sont nés avec l'anglais et vous apprendrez l'allemand. Ils ont une acceptance phénoménale pour les étrangers qui ne parlent pas encore bien la langue. Ils sont patients. Nous, on corrige tout de suite. Hein, c'est pas la soleil, c'est le soleil. Attention, alors qu'eux, ils acceptent que tu fasses des erreurs. C'est OK. Moi, mon conseil, c'est focuser sur les verbes si vous ne parlez pas la langue. C'est la seule chose qui va vous aider. Hein, si vous comprenez les verbes, vous allez comprendre le reste, ça va venir très rapidement. Prenez contact. Il y a une communauté énorme de Français en allemand. Et si vous avez du mal à rentrer en Allemagne, commencez par les entreprises françaises. Ils nous aiment, ils nous aident, ils nous acceptent. Et les Allemands, ils vont vous faire un chemin assez fou, rencontrer du monde. Ça va aller assez vite. Participer à ce genre de choses, c'est bien, mais contacter directement les entreprises, les gens qui sont sur place. Les Français aiment bien aider, et on l'a dit, on est latin, on aime bien être entre nous, on aime bien ouvrir, donner des possibilités. Donc, c'est assez simple. Contactez les gens, n'ayez pas peur, passez la frontière, ça va assez vite. Et on rentre vite en France, c'est top. Ça, c'est vrai. Alice, un dernier mot en tant que recruteuse, peut-être? Oui, moi, je peux que souligner ce que dit Mathieu. Hein. Tous les jours, je suis en contact avec des dizaines d'entreprises françaises et allemandes, parce que chez Fradeo, je suis recruteuse, mais on a aussi un pôle commercial. Donc, on conseille les clients au début quand ils ont un projet de recrutement, qui ne sont pas encore tout à fait certains du type de profil, etc. Donc là, on est plutôt dans la stratégie des entreprises et c'est super intéressant. Il y a de tout, mais on est plutôt, nous, sur des clients PME ou PME++. Et il y a énormément de sociétés qui recrutent, que ce soit des sociétés françaises qui recrutent en Allemagne, ou on est aussi dans le cas inverse, mais c'est hyper dynamique. Et certes, il y a eu un petit creux avec le premier confinement, je dirais, mais depuis, ça repart très, très fort. Et ce qu'on constate, c'est plus une frilosité des profils, que ce soit en France ou en Allemagne. Est-ce que je passe la frontière, etc. Mais bon, maintenant, allez-y, quoi. Il y a la vaccination, il y a Doctolib, donc vraiment, ça reprend et beaucoup, beaucoup de sociétés recrutent parce que l'Allemagne reste quand même le premier partenaire commercial de la France, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est très vivace et pour peu que vous ayez ce niveau, allez, B1, B2, on va dire en allemand, après allez-y et soyez curieux. C'est exactement ça. Je vous disais qu'au début, moi, quand j'étais en France, j'avais participé à un programme, etc. Donc, je m'étais abonnée à des newsletters franco-allemandes pour avoir les infos. Et en fait, c'était des programmes, j'ai pas dépensé un seul centime. C'est hyper financé aujourd'hui, le franco-allemand. Il y a beaucoup d'argent qui est mis. Et donc, on peut se faire comme ça des super rencontres, que ce soit des Français en Allemagne ou des Allemands, élargir son réseau. Et c'est toujours super enrichissant. Faut pas oublier que le franco-allemand, c'est quand même la base de l'Europe. Donc, je pense que c'est important à promouvoir. Merci Alice. Flore, le mot de la fin? Le mot de la fin, alors je ne sais pas si c'est vraiment en faveur de la langue de Goethe, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres entreprises, que ce soit à Berlin ou dans toute l'Allemagne, qui ne demandent pas de parler allemand et qui ont une intégration très facile. Donc moi, je suis dans un contexte international en ce moment, dans une VG internationale à Berlin, où j'ai mes colocataires, ils travaillent tous dans des entreprises Zalando, Freshdesk, etc., sans parler allemand au quotidien. Donc c'est aussi une possibilité parce que l'Allemagne est très ouverte, très internationale, comme vous devez le savoir. Donc, n'hésitez pas aussi. Super, merci. Alors, on arrive à la fin. Il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions dans les toutes dernières minutes, vous n'hésitez pas soit à ouvrir votre micro ou alors vous mettez un petit message. Je ne vois rien. Dans ce cas, je pense que la table ronde s'achève ici. Un grand merci à Alice, Flore et Mathieu pour vos réponses et vos analyses, et ainsi bien sûr que Fradeo et Business France pour le partenariat que vous avez donné à la Denkfabrik pour organiser cette série de 3 événements sur le monde du travail. Et donc, je pense qu'on a tous appris. Vous pouvez bien entendu suivre l'actualité de Denkfabrik sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, de partout. Donc, n'hésitez pas à venir voir ce qu'on fait. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Business France et Fradeo.
À très bientôt pour de nouveaux événements. Bonne soirée à tous et encore un grand merci aux 3 participants. Merci, au Merci revoir. à vous. Au revoir. Ciao. Merci à vous. Au revoir.